Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 11e épisode, épisode numéro 10. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous? Bonjour, je suis le fameux pseudo WAXZCE sur Twitter et je dirige une entreprise à nommée Clever Cloud. Et Merci, j'ai des pingouins, j'ai des raccoons, j'ai plein de trucs. C'est une ménagerie. j'aime les animaux. Et Je il suis commence à accompagné... faire gentiment chaud dans cet appart où il fera bientôt 40 degrés according to la météo. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, moi qui habite au 6e sous les combles. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous? Salut. Euh, je travaille à Clever Cloud. Je m'occupe globalement de différents sujets comme un peu la console web, différentes intégrations d'add-ons de type Jenkins et d'autres Et la tâches technique et des trucs infra. très sexy comme ça. Voilà. Merveilleux. Et je suis accompagné de Julien Durillon, qui est sa première sur le podcast Messages à caractère informatique. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous? Bonjour. Je Bonjour, suis Julien Durillon. développeur. Je suis développeur à Clever Cloud. Voilà, je suis responsable des V1 de beaucoup des outils internes de Clever Cloud. Et en ce moment, je fais plus sur la facture. On prépare des trucs cool. Et je dis, si vous l'avez compris, s'il est là depuis la V1, c'est qu'il est là depuis le début. Exactement. Alors, on y va. Premier lien, ça change un peu, c'est pas juste du texte, c'est une émission, un podcast, un autre. C'est France Inter qui a invité dans le 7-9 Gilles Babinet. Gilles Babinet qui est notre grand champion digital à l'Europe. J'aurais dû dire Digital Champion, champion du numérique, qui représente la France au Conseil, c'est quoi, c'est le Conseil du numérique, enfin qui représente la France en tant que monsieur numérique à l'Europe. Et donc Gilles était invité sur France Inter et si vous le connaissez pas, il a aussi fait des keynotes à Devox il y a longtemps. Enfin, c'est quelqu'un d'assez investi dans le numérique. Il a Des créé une bouquins. paire de boîtes aussi. Il a fait Captain Dash, il a fait une autre boîte dont j'ai oublié le nom. C'est quelqu'un qui connaît un peu son sujet. Il était invité sur Inter et il a parlé de pas mal de choses pendant 10, C'est 15, pas lui qui 20 avait minutes. fait la boîte de CD, un truc sur la musique. Il a fait beaucoup de boîtes dans la musique. Euh, Gilles Babinet. Il- C'est possible, je t'avoue que je n'ai pas regardé sa fiche. Ça a été aussi un des premiers à faire des fonctions de jonction avec le design. Il a fait plein de trucs sur le design. Enfin, c'était assez intéressant. Il a fait beaucoup de choses où d'intégrer du design dans de la tech. Et donc c'était le premier à faire de la tech où c'était pas moche. Ah, il a fait MXP4, Social Music Game. Hein, Bref, voilà. ne commençons pas à diverger. Gilles était Berger. invité donc sur, merci Quentin, était invité sur France Inter. Il a parlé de pas mal de choses. Il a parlé notamment du fait que les GAFA deviennent la nouvelle, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Les gens ont beaucoup trop tendance, je trouve, à oublier le M, qui est Microsoft, et donc enfin, le GAFAM. Et il disait que c'était la nouvelle valeur refuge en bourse aux US. Souvent, les gens faisaient du General Motors. Bon, euh, ça marche moins bien. Donc, le Air Liquide américain maintenant, a priori, c'est plutôt Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et il expliquait que c'était devenu des grosses boîtes qui tuaient beaucoup l'innovation, dans le sens où, quand tu démarrais une boîte, souvent, soit ils rachetaient, soit ils copiaient, soit ils te disaient via un événement, viens nous partager tes idées, on va t'aider. Ça, je crois que c'est Amazon qui avait fait ça. Et en fait, ils ont pris les idées des startups et ils ont fait des produits avec. C'est bon, tant pis. Il a parlé du fait que les GAFA, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'innovation. Il a parlé un peu de la France en tant que champion numérique avec, il a notamment mentionné l'école 42 et Station F, qui est le plus gros accélérateur de start-up en taille, je crois, en Europe. C'est ce qu'il dit. Et, euh, et il a parlé de souveraineté, évidemment, et de comment gérer Et, le numérique en France. et il rappelle un truc, je crois que tu l'as pas dit, mais qui est important de rappeler, je pense, c'est que tous les GAFAM, ils font tout leur blé sur des choses qu'ils ont lancées il y a 20 ans. Sur les V1, ouais. Sur les V1 et que en fait ils disent qu'ils innovent, mais en fait tout ce qu'ils font de nouveau, C'est du rachat. c'est du rachat, c'est
on va tenter un nouveau produit et puis on va le buter 2 ans plus tard. Ouais, dans le cas de Google, parfois, ils butent les produits 2 ans avant de l'avoir lancé. Mais bon, ça, Killbygoogle.com, je c'est crois. ça. On vous mettra le lien. C'est rigolo. C'est ça. Et ouais, c'est quand même important de le rappeler, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils innovent, mais en fait, ils tuent juste la concurrence, quoi. Bah, ils innovent pas des masses, ouais. Mm. Euh, Et en fait, enfin, même ils ont du mal à innover parce que ils n'arrivent pas en fait à sortir des modèles de revenus de leurs premiers produits. C'est-à-dire que des produits qui aujourd'hui font de l'argent, par exemple sur de la pub, tous les produits qui pourraient menacer ça, en fait se font martyriser en interne. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, c'est que c'est des boîtes qui structurellement sont quand même assises sur un tas d'or et qui en fait sont incapables de quitter ce tas d'or, quoi. Tu veux dire que par exemple, si ton métier c'est de vendre de l'infra, tu peux vendre que de l'infra? Ouais, Enfin, ouais. tu verrais pour vendre autre chose? Et moi, je trouve ça très étonnant en permanence comment tout le monde adore parler de, enfin De des l'innovation. GAFA, de s'allier aux GAFA, etc. Alors que c'est des boîtes qui structurellement deviennent toujours prédatrices de ton marché. C'est-à-dire que ce soit Google ou Amazon, c'est des boîtes structurellement leur planification, c'est de devenir ton concurrent entre maintenant et dans un peu plus tard. Et du coup, il est évident qu'en s'alliant à eux, tu ne fais que renforcer le moment où ils vont devenir des prises de position dominantes sur le marché. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est tous les infogéreurs du marché qui, n'arrivant plus à vendre d'hébergement, se mettent à vendre de l'infogérance au-dessus d'Amazon et d'Azure, et en fait, contre une petite rémunération basée sur la marge que produit ce client-là pendant 3 ans chez Amazon. En fait, en faisant ça, ils sont en train de livrer leur pelleté de clients à ces gros-là, et les clients disparaissent. Et tous les infogéreurs qui ont fait ça au début, quand tu parles avec eux, te disent, bah ouais, mais en fait, ces clients-là aujourd'hui, ils nous parlent plus. Ils parlent à Amazon, ils font du code Wiz avec Amazon, ils font des workshops, etc. Et en fait, nous, on a disparu de l'équation. Et oui, et pour en fait très très peu d'argent marginal, tu as livré tes clients à ces boîtes-là, dont factuellement, après, pour les sortir, ça va être un sujet, quoi. On rappelle que nous avons un contrat de revente qui incentive les gens qui placent du Clever. À bon entendeur. Un des autres trucs qu'il dit et qui m'a un peu attristé, il en parle beaucoup, on ne peut pas concurrencer les marchés existants qui sont déjà aussi installés. Quand il parle des clouds, il parle de milliers de milliards américains qui ont été dans les GAFAM, et il dit il vaut mieux qu'on aille se battre sur les trucs émergents nouveaux, plutôt qu'on essaye de se battre sur des choses comme ça. Je trouve que c'est un peu le petit bout de la lorgnette et oublier qu'il y a des sujets qui sont importants en termes de souveraineté, en termes de, effectivement, de maintien de conditions opérationnelles en France ou en Europe. Et c'est un lien qu'on n'a pas mis, mais vous avez vu la boîte d'Optronics qui est en phase de se faire racheter par des Américains. Il y a Bercy qui a dit non, il y a la Défense qui a dit non, il y a Macron qui a peut-être dit oui. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il faut que je retrouve le lien. C'est une boîte d'Optronics, c'est des gens spécialisés dans la vision de nuit qui serait vendue aux US. Et c'est le leader mondial et français. Peu de gens le savent. Moi, je l'ai appris en lisant l'article. Je vous retrouverai l'article. Je trouve ça intéressant. Donc, on a effectivement des problèmes de souveraineté face à la dominance Ouais, enfin, moi, tu vois, je suis très énervé par cette histoire de cloud. En fait, à chaque fois qu'on parle de cloud, c'est un sujet qui est capturé par les vendeurs d'infrastructures qui aujourd'hui te parlent de DC, de kilos de serveurs, de machin. Le cloud, ça n'a jamais été ça. Enfin, putain, tout le monde s'en fout d'avoir un serveur branché à Internet. Le cloud, c'est de l'expérience utilisateur qui est fournie par du software. Ce qui veut dire que des toutes petites structures aujourd'hui sont capables de concurrencer les gros parce que c'est du software. Et le fait qu'il y ait des babas à un moment, je dirais, c'est un side effect. Et donc, il faut arrêter d'essayer de croire que ça coûte de milliards que ça se joue ce marché-là. C'est du SaaS, en fait, le cloud. C'est du logiciel. Donc, c'est pas, enfin, je crois pas que ce soit un sujet qui soit déjà plié. Ouais, surtout que l'innovation dans le logiciel, en termes de coût de départ, c'est du soft et c'est de l'intelligence. Il y a encore plein d'innovations à faire. C'est un milieu qui est très très jeune et encore plein de trucs à inventer. Et on a vu à quelle vitesse tu peux discuter ce genre de choses. Donc effectivement, c'est un peu triste de le voir comme ça.
Vous Je avez mettrai d'autres sujets, les gars, là-dessus? Ou parce que là, on a fait nos gros nos sales de balle. Pas spécialement, on a fait nos relous. déjà, vous J'ai avez résolu la rajouté situation. Enfin, le lien vers Photonis, qui est donc la boîte française qui se ferait racheter par Teledyne, qui est un américain. Ok, alors du coup, on va passer au lien suivant. C'est aussi une histoire de dominance de marché. C'est Quentin qui a mis ce tweet de Julien Simon, je crois qu'il y a une app dans l'App Store Google de podcast, je crois. Ouais, en fait, c'est une app, c'est une app de. Rocambole. Ouais, ils font des espèces de podcasts qui racontent des histoires. Et donc, ils te racontent des histoires avec un scénario, etc. Quoi. C'est une app de créatif. Et en fait, ils ont fait une série sur le coronavirus. Et donc, comme dans une des séries littéraires, en fait, il y avait marqué coronavirus, l'IA de Google a batché là. Mais ils l'ont viré de l'App Store et de tous les téléphones clients. Et voilà, bisous, au revoir, quoi. Et en fait, ce que ça implique, ce truc-là, c'est de se dire qu'il y a une entreprise qui est capable de débarquer et de dire bon bah on va plier une autre entreprise. Là, c'est même pas une décision consciente, c'est une IA. Et en fait, du coup, Rocambole, ils sont dans une situation cataclysmique, quoi. Et du coup, tu te poses un peu la question, euh, vu que tout cela a été, enfin, ce sont que des boîtes privées dans des contrats privés, la justesse d'accès au marché et la façon dont la compétition est assurée sur ces App Store est assez discutable parce qu'en fait, ça ne rentre plus dans le droit. Par exemple, c'est pas la DGCCRF qui va pouvoir euh, enfin, légiférer sur ces trucs-là. Et moi, je trouve ça assez inquiétant, en fait. Et je pense que enfin, le législateur qui est si prompt à vouloir s'en prendre à des tas de sujets sans pertinence devrait se pencher sur ce genre de sujet. surtout que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc, quoi. Et ça, enfin, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose de ce côté-là. Genre, j'ai déjà entendu parler comme ça d'applications, que ce soit sur Android ou sur Apple, enfin sur iPhone, pardon, qu'elles se fassent dégager du store pour X ou Y raison, parce que ça plaisait pas à l'entité qui dirigeait le store. Ouais, Et après, c'est une bataille pour ça, quoi. Apple avait une ligne éditoriale un peu dure où effectivement, dès que ça sortait un peu de la morale appleienne, ça sortait, quoi. C'est un peu à la Disney où globalement, ils Ouais, alors décident un après, peu Apple, la ligne éditoriale de ce qui passe chez eux, quoi. Apple, du coup, tu as aussi une vérification quand même à l'entrée, enfin, genre la publication, hein, qui est un peu plus poussée que ce qu'il y a sur le Play Store, quoi. Donc à la rigueur, tu es bloqué, mais tu es bloqué avant peut-être que les gens aient vraiment l'application. Dans la majeure partie des cas, je suppose. Mais côté Moi, je me Android, suis ouais. fait boost des applis sur Apple Store. Ouais. Quand on avait une boîte de service, on avait fait l'application mobile du Voyage à Nantes, qui est un festival d'art contemporain dans Nantes. Et on avait mis l'affiche, donc qui était une affiche placardée en ville, hein, donc c'est pas, enfin, c'était parfaitement admissible, quoi. On avait mis l'affiche du Voyage à Nantes en l'odeur de l'application Voyage à Nantes. On s'était fait bounce pour Nudity et accusé de corne par Apple et notre application était jetée. Et c'est très compliqué d'expliquer qu'est-ce qu'est l'art aux gens de chez Apple, tu vois. Ouais, là, ce qu'ils disent aussi, ce qui est très compliqué, c'est qu'ils sont fait ban par une IA et c'est très compliqué d'aller choper un humain chez Google pour discuter de ça. Parce que tu as quelqu'un qui donne l'exemple de son podcast sur Pocket Cast, où effectivement, ils se sont fait tèche direct, mais ils ont réussi à choper quelqu'un et du coup, c'est rentré dans l'ordre assez vite. Là, apparemment, chez Google, c'est plus compliqué. C'est les choix faits par des IA sans humain derrière. Ouais, surtout quand c'est un impact financier, quoi. Genre, Bah ouais, c'est une application comme ça, Apple arrache, bon, à la rigueur, c'est chiant, mais tu On est survis, quoi. politique Mais sur là, ce début de podcast, quoi. Ben oui, et d'ailleurs, on va rester dans la politique, sauf si Julien, tu as quelque chose à ajouter sur cette histoire de podcast. Non, on va passer à un tweet qui a fait pas mal de bruit aussi, qui est pas mal remonté dans ma timeline. Allez, je veux qu'on continue à être politique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la politique? Cédric O et la sobriété numérique. Cédric O dit: ah là là, il faudrait faire un peu de pédagogie pour que les gens qui ont appris à éteindre la lumière et à fermer les robinets apprennent à envoyer moins de mails et regarder moins de vidéos. Globalement, c'est ce qu'il dit.
Alors, je vais essayer de le dire de la façon la plus gentille possible. Quand on parle de technologie, ce serait bien parfois de mettre des ingénieurs dans la boucle. Parce qu'en fait, si on veut parler de consommation énergétique, faut le faire avec un voltmètre à la main. Si on n'a pas de voltmètre, on ne sait pas combien ça consomme d'électricité. Et je veux juste que ce soit clair pour tous les gens ici, balancer de la data dans un réseau ne consomme pas d'énergie. Si vous voulez faire baisser la conso du réseau, à la limite, vous pouvez aller dessouder les diodes sur la façade avant du routeur, c'est à peu près tout. Que vous balanciez 1 terabyte ou 1 gigabyte dans le routeur, ça ne va rien changer. C'est même pas l'épaisseur du trait, vous ne verrez pas la différence. Et alors, arrivent des gens qui vous débarquent avec des équivalents CO2, genre 15 grammes d'équivalent CO2 sur un mail. Pourquoi, quand, sur quel serveur, dans quel data center, est-ce que Exchange et Gmail ont la même qualification du gramme de CO2? Enfin, vous vous retrouvez avec des choses, et en fait, enfin, ce chiffre de 15 grammes de CO2 par mail, je l'ai vu plein d'endroits. J'ai jamais vu personne de me sortir un calcul rationnel dessus. Et je vais être très clair, il n'y a pas moyen de faire de calcul rationnel dessus. Et on se retrouve face à des gens qui ont envie de faire quelque chose pour l'environnement. Et factuellement, il y a des choses à faire pour l'environnement. Mais là, on est en train d'annihiler, enfin, tous les efforts que vous ferez sur vos mails cette année pour en supprimer seront annihilés à la première fois que vous décongèlerez quelque chose dans votre micro-ondes. Enfin, en termes de consommation d'énergie, on est en train de parler de choses qui n'ont tellement rien à voir. On parle de milliwatts, quoi. C'est minuscule. Enfin, vous allumez la lumière pour pisser, la faire plier, quoi. Du coup, faites pipi dans le noir. Sous la douche, dans le noir. C'est bon, pratique. Ah, moi, ça me dévaste. Voilà, est-ce que vous êtes aussi dévasté que Quentin Adam? Non. Je sais pas si je suis aussi dévasté, mais enfin, je trouve pas ça rationnel non plus, quoi. C'est tout le problème. Après, c'est vrai que je me demande aussi s'il n'y a pas peut-être un effort à faire, tu vois, ici et là, mais enfin, comparé en fait à ce qu'on peut faire à côté, je pense que c'est genre on verra ça plus tard peut-être. Tu as mis le doigt sur le sujet, c'est le niveau de rationalité de cette discussion. On est sur une rhétorique quasi complotiste avec des arguments qui sortent de nulle part. Mais pourquoi? Quid? Ouais, puis en fait, si tu veux, à partir du moment où tu vas déployer des binaires pourris sur Amazon à coup de Docker, discutons-en. Tu veux faire de la rationalité en numérique aujourd'hui, va économiser des cycles processeurs. Ce qu'on fait chez Clever, c'est qu'on recompile tout pour le hardware qu'on tape et on a moyen d'économiser environ 30% de cycle processeur. Vous voulez faire de l'économie numérique, faisons-le. Et tu vois, j'ai pas été repeindre le site de Clever Cloud en vert pour le dire, quoi. Alors que là, on peut faire des économies. Mais si tu veux, enfin, la rationalité d'un argumentaire pareil, elle est aberrante. Et quand ça vient des gens qui sont censés tout sponsoriser, enfin, moi, quand j'entends on va mettre fin au forfait illimité en Internet, mais jamais de la vie. C'est la pire décision qu'on pourrait prendre pour l'écologie. Parce que précisément, aujourd'hui, c'est en utilisant les moyens de communication numérique qu'on évite des déplacements, de la logistique, des tas de choses comme ça, qui, elles, sont beaucoup moins bien. Enfin, c'est évident que c'est complètement con comme mesure. Bref, bisous Cédric. Passons au lien suivant parce que sinon on va y passer des plombes. Donc voilà, bisous Cédric. Et on va passer à un lien, je crois que c'est Quentin qui l'a ajouté. Ah, on peut parler de la 5G après si tu veux, ce sera. Ouais, non, voilà, c'est pour ça qu'on va avancer. On va parler d'AWS, c'est un article de CBR Online. Ouais. Qui t'explique qu'en fait, toi, en tant qu'user, tu opt-in automatiquement pour filer tes datas et ils font un peu ce qu'ils veulent avec. Ouais, en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ce qu'explique l'article, c'est qu'à partir du moment où tu prends de la data et tu la files chez AWS, en fait, l'endroit où sera processée la data, tu n'as aucun moyen dessus et ça peut être processé sur un autre continent sans même qu'on te demande. Et en fait, ils ont aussi des affiliés, tu sais pas qui c'est. Et la data que tu stockes, par exemple, dans un S3 avec AWS, bah en fait, tu n'as aucune garantie de comment ça va être géré. Et notamment, ils peuvent s'en servir pour entraîner leur algorithme de reconnaissance de langage. Ils te diront jamais s'ils l'ont fait ou pas. En fait, ils considèrent que c'est accepté dans les conditions du contrat. Et en fait, tu te retrouves face à un cas où en fait la donnée que tu files à AWS,
bah, en fait, elle appartient partiellement à AWS, y compris si c'est la donnée de tes utilisateurs et que tu n'es que client. Et je suis assez étonné parce que pour moi, c'est vraiment une infraction dans le rôle d'hébergeur, tu vois. Où théoriquement, tu touches jamais à la donnée, bah là, eux, ils y touchent. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et en plus, tu payes chez eux. Ce qui est intéressant à ce sujet-là, c'est effectivement quelle est la position en tant que fois. Est-ce que tu peux te permettre d'ouvrir d'autres business quand tu es hébergeur ou fournisseur d'infrastructures et de réseaux? Je trouve ça intéressant parce que factuellement, la plupart des gros hébergeurs qui sont des gros fournisseurs d'infrastructures, actuellement, on touche d'autres métiers autour. Et du coup, tu peux te demander si tu es en capacité d'exercer ce métier de façon neutre quand tu as autant de pouvoir sur tout ce qui passe, enfin, sur tout, quoi. C'est toi qui as toute l'infra, c'est toi qui as toutes tes données, tu as tout le réseau des gens. Est-ce que tu peux te considérer comme neutre quand tu fais ce métier-là? Question ouverte. Répondez-nous dans les commentaires. Ne vous tapez pas trop dessus. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé intéressant rapidement, c'est qu'au final, apparemment, cet usage a été spoté dans les conditions d'utilisation du service, mais seulement après qu'ils aient ajouté une option pour opt-out de ce service-là, justement. Ce qui indique quand même un peu que, forcément, encore une fois, on lit pas tous les termes parce que c'est tellement long et c'est tellement chiant, quoi. Mais quelque part, ils y mettent un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, merci aux gens qui prennent le temps de faire ce genre de choses, Ouais, parce que merci beaucoup. il y en a, et beaucoup, et c'est cool. On va arrêter sur la partie politique, parce que c'était un peu politique aussi. On va rentrer dans la tech. On va rentrer dans du dur tout de suite, avec un lien d'Arnaud sur IPFS et sur le peer-to-peer et les distributed hash tables. C'est ça. Donc c'est un article en fait qui reprend un petit peu donc l'utilisation de la DHT. Je vais revenir juste un petit peu après dessus. Dans le projet IPFS, donc IPFS en fait ils se définissent comme un hypermédia protocole qui est peer-to-peer et qui On peut permettrait peut-être expliquer aux gens ce qu'est IPFS, ça veut dire Interplanetary File System. Ah oui, voilà, ouais, Interplanetary File System. Mais du coup, leur but en effet, c'est ça, c'est d'être peer-to-peer et d'avoir un web un peu plus rapide, sécurisé et ouvert. Donc, en effet, leur ambition derrière, c'est de mettre à disposition tout un tas de fichiers à travers un maillage pair à pair, quoi. Et du coup, ils ont en fait réécrit leur implémentation de la DHT. Donc la DHT, en fait, ils expliquent rapidement ce que c'est dans l'article. Ils définissent ça comme donc en fait c'est une hash table, donc une base de données, on va dire clé-valeur, qui est distribuée, donc distributed hash table. Et en fait, du coup, chaque nœud héberge une partie de cette hash table et du coup peut répondre à des requêtes suivant la demande. Et si jamais vous êtes un nœud X qui n'a pas la réponse, vous connaissez peut-être le nœud Y qui peut vous aider à répondre. Et du coup, votre requête transite comme ça de nœud en nœud jusqu'à temps de trouver quelqu'un qui saurait y répondre. Et ça a lieu, enfin peut-être un truc important une DHT, il y en a dans tous les systèmes peer-to-peer. C'est-à-dire que vous faites du torrent, si vous avez une DHT, c'est les fameux liens magnets. Si vous avez utilisé torrent, vous voyez de quoi je parle. C'est les fameux liens magnets. C'est en fait pour télécharger des ISO de distribution Linux, évidemment. Oui, évidemment. Non, par contre, en vrai, les ISO de distribution Linux, c'est un très bon exemple parce que c'est très rare qu'il y ait, t'as pas de tracker public ou autre, même privé. C'est justement dans le magnet, en fait, tu as des IP de nœuds DHT publics non accessibles qui te permettent de rejoindre cette DHT. Et derrière, tu te connectes en fait à un nombre de nœuds externes, quoi. Et donc, du coup, la DHT, elle est importante. Et il faut quand même préciser rapidement quelle est l'ambition d'IPFS pour bien comprendre. IPFS, ils vous permettent de faire une sorte de Dropbox mixée de Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez une sorte de blockchain dans lequel vous êtes identifié. Et si vous mettez à disposition du réseau du stockage, vous gagnez j'ai oublié le nom de leur monnaie, qui permettent du coup d'héberger des trucs. Et si vous utilisez du stockage, vous en payez. Et donc l'idée, c'est d'utiliser via la blockchain une sorte de Dropbox peer à peer. C'est ça la stratégie. Et l'article dont je vous parle, c'est quand même la version 5 de leur protocole. Et donc effectivement, dans le protocole, ils ont amélioré la DHT.
Mais enfin, tu vois, c'est histoire qu'on soit quand même précis sur l'ambition du truc pour les gens qui connaîtraient pas ce projet, quoi. Ouais, mais en fait, il y a deux choses, parce que l'IPFS en soi est aussi un protocole de base, je crois, mais enfin, c'est une boîte derrière aussi, quoi. Et du coup, en effet, voilà, ils expliquent globalement comment est-ce qu'ils utilisent la DHT. Eux utilisent une implémentation qui s'appelle Cademia, qui est une des nombreuses implémentations de genre de DHT. Et ils expliquent en fait comment est-ce qu'ils ont résolu différents problèmes réseau. Parce que dès que vous avez des nœuds qui sont derrière des NAT, ils ne sont pas forcément accessibles. En tout cas, par exemple, les nœuds publics ne peuvent pas accéder aux nœuds qui sont eux natés. Et donc, ça leur a posé des problèmes. Ils expliquent un peu comment ils ont corrigé ces problèmes-là et comment ils ont amélioré leur algorithme de routing à travers la DHT pour y remédier, quoi. Et donc, c'est assez poussé si vous voulez avoir une bonne vue d'ensemble de comment est-ce qu'ils ont fait ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ce sera beaucoup trop long. Mais enfin, voilà, globalement, c'est à peu près tout. Et il y a un truc qui peut être noté dans IPFS, c'est que dans le nom IPFS, le IP, c'est pas pour Internet Protocol, c'est pour Interplanetary. Ouais, c'est ça. Et ça, Donc, ça montre bien l'ambition du projet, quoi. La classe. quand on aura des nœuds entre la Lune, Mars et la Terre, on pourra parler là. Et pourquoi tu lis des choses sur la DHT en ce moment Attends, on va en parler avec le lien d'après. Parce que du coup, Ok. tu restes dans le domaine du peer-to-peer toujours et tu nous as mis un truc sur les caveats d'une option qui est le TCP No Delay. Qu'est-ce que c'est le C'est TCP ça. No Delay? Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on va parler de ça. Du coup, en effet, je travaille sur un projet en fait, de dépendance pair à pair chez Clever, en fait, où chaque machine irait demander les dépendances d'une application à une instance qui est à côté d'elle, par exemple. Dépendance de build, c'est les dépendances de build, voilà. Donc, des apps de nos clients. Les dépendances, je sais pas, Scala, NPM, des trucs du style. J'aime bien parce que tu tapes sur les deux registries qui nous mettent la misère régulièrement. Ouais, du coup, tu vois, je les ai pas mal en tête. Donc, ouais, il y a Docker, mais je les ai pas mal en tête, ceux-là. Enfin, du coup, voilà, donc je travaille sur ce genre de projet. Et en effet, donc, dans ce projet-là, forcément, on utilise une DHT. En fait, on utilise même la librairie en fait, qui est en dessous de IPFS, qui s'appelle lib peer-to-peer, qui a différentes implémentations, que ce soit en Rust, en Go et en JavaScript. Et je crois qu'il y en a une ou deux autres, mais enfin, elles ne sont pas trop avancées. L'implémentation Go étant l'implémentation référente. Et du coup, en travaillant sur ce projet-là, en effet, j'avais en fait des problèmes de performance, c'est-à-dire que quand je téléchargeais une dépendance entre deux nœuds, j'avais parfois un petit sursaut de 40 millisecondes dans le transfert. Alors, c'est pas énorme, mais quand tu télécharges, quand tu fais 1000-1500 requêtes pour choper toutes les dépendances, les métadonnées, etc., 40 millisecondes fois, on va dire au moins la moitié du temps, ça te prenait plusieurs dizaines de secondes en plus, quoi, sans comprendre vraiment pourquoi. Et à un moment, j'ai réussi justement à corriger ça en utilisant une autre fonction d'une librairie. Enfin bref, voilà, et je ne comprenais pas qu'est-ce qui était la différence avec ce que j'utilisais. Et après investigation, en effet, je me suis rendu compte que l'option TCP No Delay n'était pas activée dans mon cas à moi, mais elle était dans le cas de la fonction que j'utilisais de la librairie. Donc en fait, cette option, c'est donc une option sur les sockets TCP qui, quand elle est activée, donc elle est pas activée par défaut, c'est à vous de l'activer. Globalement, en fait, elle désactive un algorithme l'algorithme de Nagel, qui permet de maîtriser quand est-ce que la donnée est réellement envoyée sur le réseau. Parce qu'en fait, quand vous écrivez de la donnée sur une socket TCP, généralement, ce qui se passe, c'est que vous écrivez la donnée en fait dans un buffer du kernel, qui après, lui, le kernel enverra ou non la donnée à un instant T. Et en l'occurrence, là, l'algorithme en fait, de Nagel entre en jeu suivant différents paramètres. Et si, je ne sais pas, imaginons, j'ai un peu de données, mais si jamais j'ai pas assez de données pour remplir un paquet entier, je vais attendre jusqu'à 40 millisecondes pour voir si je vais recevoir encore de la donnée afin d'envoyer un seul paquet TCP et non pas plusieurs pour éviter de trop fragmenter le réseau et avoir une surcharge inutile en fait. Et du coup, dans quelques cas, c'est utile et dans d'autres cas, ça l'est un peu moins. Par exemple, si vous faites du StatsD, que vous envoyez énormément de métriques, c'est des petits paquets.
Donc, si votre buffer kernel, je sais pas, il fait 1400 bytes, et que votre paquet SSD il en fait 300, ça sert à rien à chaque fois d'envoyer les 300 bytes sur le réseau. Donc, vous l'enverrez en un seul paquet de 1500, ce sera plus simple. Vous enverrez 5 fois la donnée plutôt que 5 paquets différents. Et donc, ce que j'ai pas dit, pardon, c'est que cette option, en fait, quand elle est activée, en fait, ça envoie dès que la donnée est écrite dans les buffers du kernel, elle est envoyée en fait sur le réseau. Il y a pas on n'attend absolument pas. Donc, ça désactive l'algorithme de Nagel. Voilà. Donc, si jamais vous avez des petits sursauts de 40 millisecondes dans des requêtes ou autres, et vous ne comprenez pas pourquoi comme moi, regardez cette option qui est un peu traître quand on ne la connaît pas. Et donc le lien globalement décrit quels sont les cas d'utilisation ou pas, quand est-ce que ça fait du sens de l'active ou pas, parce qu'en effet tous les usages ne sont pas spécifiques et peuvent très bien utiliser cette option ou non. Voilà. Merci. On avance avec un autre lien sur Quick ou Wish, je ne sais pas comment on dit, ou Quiche. C'était un lien de Arnaud, je crois aussi. Ouais. Alors c'est pas vraiment Quick. Wish, je sais pas non plus. Non, Wish, je crois que c'est l'implémentation Quick en reste. Non, du coup, là, non, c'est pas vraiment lié à Quick, c'est plutôt une pull request en fait dans Node qui a été ouverte par James M. Snell, qui travaille entre autres en effet sur Quick dans Node.js. Mais en fait, c'est une implémentation que j'ai trouvée assez marrante parce que c'est un ajout d'une blocklist directement intégrée dans Node.js, d'une blocklist d'IP qui vous permet en fait directement dans votre application Node de dire quelles IP est-ce que vous ne souhaitez pas qui communiquent avec votre application ou l'inverse. Donc l'avantage de ça, c'est que ce sera très proche des méthodes genre connect ou listen de Node et que du coup, très tôt quand le stream réseau sera ouvert ou atteint par l'application de Node.js, alors l'application pourra blacklister ces requêtes au besoin, quoi. J'ai pas regardé, mais c'est que de la blacklist ou tu peux faire une whitelist et tout bloquer par défaut et dire Jalo, juste ça, ça, ça et ça? C'est que de la blacklist parce que ce qu'il est utilisé comme argument, c'est en fait de base dans Node.js, tu autorises tout. Et du coup, ils ne voulaient pas casser ce postulat de base. Et pour l'instant, ils ajoutent juste une blocklist. Et on verra peut-être plus tard pour la whitelist, mais en l'occurrence, là, pour l'instant, c'est qu'une blocklist, quoi. Parce que justement, dans le lien suivant, une blacklist, une whitelister juste ce qui part aurait pu être intéressant. Puisque le lien, c'est une analyse de TikTok. Alors, TikTok est beaucoup dans l'actu en ce moment parce que M. Trump a décidé qu'il fallait racheter TikTok parce que c'était des vilains espions. En gros. Ouais, et du coup, il y a un chercheur en sécu français qui s'est dit tiens, je vais aller regarder un peu ce que ça donne et qu'est-ce qui se passe et quelle habitude d'utiliser des frameworks pour regarder ce qui se passe à l'intérieur des softs, faire de la décompile, de l'instrumentation en runtime, des choses comme ça. Et c'est vachement intéressant parce qu'il fait tout son cheminement sur comment il a cherché et qu'est-ce qu'il a trouvé. Et il n'a pas trouvé de trucs délirants, mais il a trouvé des trucs quand même. Ouais, c'est ça, globalement, c'est notre Elliot Alderson national, on va dire ça comme ça. Il est assez connu pour utiliser ce pseudo-là. Si vous avez vu la série Mr. Robot. Globalement, ouais, c'est ça. Il regarde un peu les applications Android, c'est un peu son dada, on va dire. Et donc, en effet, il n'a pas trouvé grand-chose en fait dedans. C'est vrai que TikTok avait pas mal parlé parce qu'ils envoyaient énormément de données perso ou autres. Et en tout cas, après avoir regardé une version spécifique de l'application, peut-être que c'était le cas avant, voilà, on ne sait pas trop. Mais globalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient beaucoup de données, mais c'est pas déconnant comparé à genre Facebook, Snapchat ou autre. C'est des données d'utilisation de tout ce qui est device, de localisation, etc. Et parfois aussi de l'A/B testing. Voilà, à un moment, ils regardent qu'est-ce qui est envoyé, parce qu'apparemment, il y a un appel qui est fait toujours toutes les 2 minutes et qui est envoyé au serveur avec un contenu chiffré. Donc, on peut se dire que c'est un peu sensible, et finalement, pas tant que ça. Enfin, c'est pas si déconnant, quoi. Ouais, c'est de la métadonnée et finalement, c'est un peu comme tout le monde. Moi, ce que j'aime bien dans ce blog post, c'est qu'il parle de Frida, qui est donc le truc qu'il utilise pour faire le toolkit qu'il utilise pour gérer tous ces trucs-là. Donc, toolkit d'instrumentation dynamique pour faire du reverse engineering ou de la recherche en sécu, et ça a l'air super intéressant. Frida, c'est génial. Ça fait des années que je fais ce truc-là, c'est génial ce machin. Pour ceux qui ne savent pas, globalement, ça vous permet très facilement, alors en tout cas dans l'utilisation que j'en connais, mais ça permet très facilement de
cibler une méthode particulière dans l'application et de la hooker. C'est-à-dire, en fait, vous intégrez votre code à un endroit, on va dire, dans la méthode, vous changez en fait la méthode vous-même, et ce qui vous permet en fait de changer son comportement, quoi. Par exemple, si vous avez une méthode qui check, je sais pas, que vous avez l'autorisation de faire ça, vous retournez, au lieu de retourner true, vous retournez false, ou l'inverse plutôt. Et comme ça, vous êtes autorisé, vous bypassez en fait le comportement de l'application, quoi. Et ça marche pour les trucs compilés, ça marche pas que pour les VM qui ont l'habitude de se faire instrumenter, type JVM, Erlang, etc. Ça marche surtout pour les trucs compilés. Android, je crois. Ouais. Non, ça marche aussi sur. Non, ça marche surtout, Frida. Frida, Okay, c'est vraiment. Ça marche pas seulement sur Android. Ça marche partout, et en fait, tu viens installer ton truc, et tu vas pouvoir bridger, tu vas pouvoir savoir ce qui passe d'une méthode à l'autre, tu vas pouvoir regarder les librairies qui sont linkées, comment ça fonctionne, et tu vas mieux comprendre aussi ce qui part sur le réseau, au-delà du Wireshark où des fois quand c'est chiffré, tu sais pas très bien ce qui passe dedans. Tu vas pouvoir notamment aller facilement spotter où est-ce qu'est la clé de chiffrement avec Frida, et du coup pouvoir aller sortir. Là, c'est exactement ce qu'il a fait, quoi. Ouais. Julien, un avis là-dessus? On ne t'entend plus, tu es muté. Effectivement. J'ai appuyé une fois de trop, un nombre pair de fois sur le bouton pour me mute, et du coup, par conséquent, ça m'a remute. Ce qui m'a fait marrer dans cet article, c'est, rire un peu jaune, et ça rebondit avec les premiers liens qu'on avait mis, c'est qu'à un moment, il décompile et il se rend compte qu'il y a 0 serveur en Europe qui reçoit les données envoyées. Ouais, tout par US East One chez Amazon. Ouais. Soit chez Amazon, soit... il a vu qu'il y avait des serveurs en Chine aussi, mais qu'il n'y avait rien en Europe, et il y a quand même une petite pointe de tristesse Mais justement de l'article. J'ai vu une info hier, je crois, comme quoi TikTok allait ouvrir un DC, ou en tout cas une zone en Europe là, pour genre 2022, à hauteur de 500 millions d'euros ou de dollars, je sais plus. Donc, je sais pas si on va faire leur propre DC ou pas. Mais... Ce serait bien qu'ils arrivent avant les JO de 2024 pour pouvoir faire des trucs avec Alibaba. Voilà, bisous au CIO aussi. On vous embrasse très fort. On va passer au lien suivant. Ça, c'est un lien que j'ai rajouté parce qu'il m'a fait marrer, parce que c'est un truc que je trouve qu'on oublie trop facilement. C'est le SQL Style Guide. Vous allez sur www.sqlstyle.guide, et en fait, c'est un guide sur comment écrire du SQL beau. En gros, c'est un linter, mais j'ai pas trouvé de linter. Pour l'instant, c'est juste un guide qui te dit comment faire du joli SQL à la main, sans JPA et sans ORM et sans... Voilà, pour écrire ton SQL à toi. Non, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des opinions assez intéressantes, du genre tout est verbe, enfin on n'appelle pas ça des verbes, mais tout est keywords SQL, le select, le where, etc., le values, etc. Enfin, tous les premiers keywords, là, souvent, tu les mets chacun à sa ligne, et t'alignes ces keywords à droite, et t'alignes le reste à gauche, en laissant, ça fait vraiment entre les mots de SQL et les vraies données qui t'intéressent, ça rend le truc effectivement pas mal lisible. Et il y a deux choses très intéressantes aussi. Il y a pas mal d'opinions sur comment il faut nommer tes tables. C'est pas juste comment tu écris tes requêtes pour que ça soit joli dans ton code. Ça va jusqu'à comment tu nommes tes tables pour que ça soit compréhensible par la personne. Genre le camel dessus. Case, c'est mort. Par exemple, utilise certains préfixes, on n'utilise jamais ces préfixes-là parce que c'est pourri. Ou utilise certains suffixes aussi. Genre, il y a une liste de suffixes. Par exemple, quand tu as un truc qui correspond à un total de quelque chose, quand tu fais une somme, tu mets le nom de la colonne sur laquelle tu sommes, underscore total. Enfin voilà, c'est des principes. Genre, si tu les suis tout le temps, ça fait que tu as un code qui va être à peu près le même partout et beaucoup plus simple à trouver, quoi. J'ai même vu passer un moment, essayer d'éviter de coller des unions dans votre code SQL. Alors, union, en gros, ça permet de faire 2 requêtes, de faire une grosse table où ils font un produit cartésien avec les résultats de toutes les requêtes, plus ou moins. Après, il y a des moyens d'optimiser ça, mais voilà. Mais en gros, évite de faire des unions. Et en gros, si tu as l'impression d'avoir besoin de unions, c'est peut-être que tu as mal fait ton schéma SQL à la base. Et en fait, refais ton schéma SQL, tu gagneras plus de perf qu'en utilisant des outils comme ça. Tu n'as pas dénormalisé suffisamment bien. Exactement.
Et ouais, moi, ma grande tristesse, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de linter, même si tu as plein de conseils qui peuvent pas forcément être appliqués à un linter, genre pas de pluriel, des choses comme ça. Mais c'est super intéressant, je trouve. On reste dans les tooling avec un outil qui s'appelait Gitculate et qui a été changé maintenant, qui s'appelle AskGit, qui moi je trouve est un nom beaucoup plus parlant. Euh, Quentin, c'est Et un... c'est toujours du SQL. Ouais. En fait, c'est assez marrant. C'est un outil qui vous permet de requêter votre arbre Git avec du SQL, notamment pour faire des stats ou pour voir des évolutions. Euh, c'est du Go, ça utilise du SQLite, ça utilise ce qu'on appelle la virtualisation de la data dans SQLite, c'est-à-dire que toutes les bases de données se mettent à avoir ce qu'on appelle les foreign, les tables étrangères, les foreign tables, où en fait tu mappes dans le modèle de la DDD la capacité de requêter d'autres data. Donc en PG par exemple, tu as, je crois une quarantaine de modules qui te permettent de parler à Hadoop, à Redis, à machin. C'est les Foreign Euh, Data Wrapper. c'est ça, en PG, ça s'appelle les Foreign Data Wrapper. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble d'outils qui s'appelle la virtualisation de la data. Et en fait, ça existe dans SQLite. Et du coup, là, l'idée, c'est d'utiliser le modèle d'SQLite, le moteur d'SQLite pour en fait aller taper sur l'arbre Git. Et là, c'est assez cool parce que ça vous permet de faire un select, count sur, par exemple, le nombre d'auteurs par leur email. Mais vous pouvez faire bien plus de choses. Vous pouvez filtrer sur des noms, des mots dans un commentaire de commit. Vous pouvez très bien faire des sommes. Enfin, toutes les fonctions de windowing, toutes les fonctions d'agrégation en SQL, vous pouvez vous en sortir là-dessus. Vous pouvez filtrer les merge commits parce que vous n'avez pas envie de les voir. J'ai trouvé que c'était assez intéressant en global parce que c'est plus simple en fait quand on connaît un peu SQL d'être capable de faire des requêtes en SQL que d'utiliser les commandes Git. Et du coup, je trouvais que c'était assez amusant comme outil et que ça pouvait éventuellement amener des choses cool, sachant qu'en plus le truc permet de ressortir derrière en JSON ou en CSV ses propres résultats, donc ça permet de faire des intégrations si on veut facilement. Ce serait cool de pouvoir utiliser ça directement dans GitHub ou GitLab, pouvoir taper ta requête SQL et chercher dans les commits, ce serait top. On va passer sur le lien suivant. C'est un lien de Monsieur Borsmeyer, expert LNS français. C'est ça. Ouais, Borsmeyer, donc il bosse chez c'est l'ANSSI, non? Je sais jamais. Mais non, pas du tout, il est chez l'AFNIC. L'AFNIC, c'est ça. Gère Enfin, bref. l'AFNIC, c'est l'association non-profit qui gère les points .fr. C'est le registrar, Oui, c'est ça. pas le registrar, c'est l'autorité de régulation du point .fr. C'est eux qui sont responsables du point .fr. Voilà. Et donc, voilà, le type, c'est un expert réseau. Et depuis très longtemps, sur son blog, alors, je vous invite à voir son blog, il est d'une simplicité extrême. Voilà. Il prend une RFC, enfin un RFC, comme il dit lui dans ses articles, et il le décrit en français. Voilà. Et donc là récemment, donc le 2 août, c'est-à-dire la semaine dernière ou en début de semaine, là, il a fait un article sur le SSH. En gros, sur le RFC qui décrit le transport layer de SSH. Comment est-ce que on établit la connexion, on échange les clés, voilà. Alors, quand on est un petit peu habitué au réseau et à ces trucs-là, c'est un RFC, donc en fait c'est du boring, quoi. C'est vraiment techniquement comment ça marche, et en fait ça marche comme on peut s'y attendre quand on connaît déjà un petit peu. Mais si vous n'êtes pas des grands habitués du réseau et des différents protocoles réseau, je vous invite à les lire, c'est toujours super intéressant. Ça ressemble vachement à ce qu'on pourrait avoir dans du TLS par exemple, même si les besoins sont un petit peu différents. Voilà. Mais voilà, en fait, il sort Wireshark et il vous montre ce qu'il y a exactement dans les différents paquets. Donc voilà, c'est pas le truc le plus fou du monde. C'est un RFC qui date de 2006, si je dis pas de bêtises, janvier 2006.
Donc voilà, mais c'était pour vous inviter à lire, enfin l'article, lui, il a 4 jours. Hein. Et c'est pour vous inviter à lire le blog de Borsmeyer et à le suivre sur Twitter. Voilà. Et notamment, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur cet article à part. Non, vas-y. Non, si ce n'est que c'est bien de lire des descriptions de RFC. Ouais, c'est ça. Et en plus, voilà, le type vous les explique bien en français. Parce que parfois, les RFC, il y a tout un langage qui est un petit peu comme les articles de recherche. Là, Ou de droit. faut apprendre le langage des RFC pour que ça devienne cool à lire. Et là, ça permet de rentrer dedans de façon plus simple, quoi. Et quitte à aller la lire après pour de vrai si ça vous intéresse. Tout comme les changelogs du kernel, où les changelogs du kernel sont illisibles. Il faut aller les lire sur kernelnewbies.org. Et comme au début, c'est très compliqué à lire parce qu'on n'est pas au courant, il y a une équipe chez DLFP, donc DaLinux French Page, LinuxFR, si vous voulez, .org. Et eux, ils traduisent régulièrement des changelogs. Et c'est un boulot énorme de faire, parce que d'abord, le changelog du kernel, c'est gros. Et puis ensuite, il faut comprendre de quoi ça parle. Et eux, ils font un énorme boulot et c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet. Puis tu as un petit taf éditorial aussi où ils te sortent un peu les trucs les plus importants. Ouais. Ça, c'est globalement fait par Kernel Newbies, en fait. Ça, c'est le changelog de Kernel Newbies. Parce qu'en fait, le truc, c'est personne n'a envie d'aller se taper le vrai changelog. Le vrai changelog, en fait, c'est limite une compilation de commits de commit message dans le C'est kernel. complètement ça, en fait, même. C'est pas plus compliqué que ça. C'est illisible. C'est la définition d'un changelog. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, c'est illisible et en plus, il y a certaines grosses features qui correspondent à 2 ou 3 commits. Et c'est plus intéressant d'avoir un pourquoi on a cette feature-là et quelle était la réflexion derrière et qu'est-ce que ça va changer pour le futur. Et voici le lien vers la doc. C'est plus dans les mailing lists. Oui, c'est ça. Le dernier Linux est sorti la semaine dernière. Et du coup, j'ai pas eu le temps encore de bien lire le changelog, mais je pense que pour la semaine prochaine, on pourrait faire une petite plongée dans les nouveautés Linux du kernel. Il y a une release systemd aussi, il faudra qu'on en parle, ça peut être intéressant. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on vous décompose ce qui se passe un peu comme ça sur les traits low level. Je sais plus combien ça fait de pages, mais on peut éventuellement vous dire ce qui nous intéresse dans la dernière release kernel et systemd et vous expliquer pourquoi ça nous intéresse. C'est sorti la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de finir moi le Linux chat. On verra donc, ouais. La semaine prochaine. Et donc, pour revenir au SSH, il y a un lien sur cet article-là de Borsmeyer qui est vers la doc en fait de ssh.com. Donc c'est le site qui explique le protocole SSH et qui montre les différents clients, serveurs, etc. Enfin outils autour de SSH qui existent. Et donc dans la doc, le créateur de SSH qui s'appelle Tatu Ilonen, voilà, j'ai appris son nom, raconte comment il a chopé le port 22. Alors, l'histoire est assez rapide. Hein. Il a envoyé un mail en disant « J'ai fait un nouveau protocole, ça s'appelle SSH. Est-ce que je peux avoir le port 22, s'il vous plaît ?» Il a eu une réponse, littéralement une ligne. « We have assigned port number 22 to SSH. » Voilà. Mais c'est assez marrant parce que, en gros, il explique... Tu demandes ça à qui, en fait? C'est une bonne question. À l'époque, en tout cas, aux États-Unis, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui et partout dans le monde, il faut demander à l'IANA, donc Internet quelque chose. Sign Number Authority. Au-dessus. Voilà. Parce que oui, pour rappel, pour les gens qui ne savent pas, les numéros en dessous de 1020, enfin les numéros de port en dessous de 1024 sont réservés. C'est-à-dire que en local, tu fais ce que tu veux, mais quand tu fais un nouveau software, une base de données, un truc comme ça, et que tu dois te définir un port un peu officiel de base par défaut, tout ce qui est en dessous de 1024, c'est pas forcément déjà pris, mais c'est réservé, et du coup, il faut demander officiellement à l'IANA pour avoir ce port-là. Je pense qu'au-dessus de 1024, c'est aussi bien de demander, histoire d'être sûr de récupérer le port. Alors, quand tu t'appelles MySQL, je pense qu'ils ont récupéré le 3306 et que c'est officiel quelque part dans les archives de l'IANA. Voilà. Et l'autre truc à savoir aussi, c'est qu'en dessous de 1024, ça c'est un détail technique, il faut être root pour écouter sur ce port-là.
par défaut. Alors peut-être que ça a changé depuis que j'ai appris ça, mais il me semble bien que quand tu as un port en dessous de 1024, tu ne peux pas écouter dessus en route. C'est pour ça que, Par défaut. quand- Par défaut, ouais. par défaut, oui, c'est ça. Et quand tu écoutes, quand tu fais du développement web, un truc comme ça, c'est pour ça que la plupart des gens écoutent sur 80-80, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que tu sois route sur ta machine et que tu lances ton appli en route pour qu'elle puisse écouter sur le port 80 tout court. Voilà, donc c'est là que vient cette histoire de 80-80. Et donc pour la petite histoire, vous lirez, on vous mettra le lien, mais en gros, il y avait, à l'époque, en 95, il y avait Telnet qui existait, il y avait FTP qui existait. Dans les deux cas, alors FTP, on peut rester gentil, mais c'est pas le meilleur protocole du monde. Voilà. Et Telnet, c'est bien, mais c'est ultra bas niveau, quoi. Et du coup, et puis c'est pas sécurisé non plus. Ça, ouais. C'est voilà, bref. Il fallait un truc avec un échange. Après, les clé, deux avec, sont des protocoles texte. Tu peux t'en servir à la main, tu peux te connecter. Ouais, c'est ça. Comment Non, c'est rigolo pour faire du apprendre, c'est marrant. Faire du SSH Comment en FTP, ouais. Faire du SSH en FTP, ça aurait été. C'est ça, mais tu peux le faire en telnet en fait, du SSH. Oui, je c'est sais, vraiment le protocole texte. Mais bon, c'est quand même beaucoup s'embêter et surtout, ça veut dire que c'est à toi de gérer le chiffrement à la main parce que c'est voilà quoi. Et donc dans le SSH, lui, il décrit ça comme un programme qui permet de se login sur une machine distante à travers un réseau non sécurisé, donc Internet typiquement. Et en fait, Telnet de base, c'est port 23, FTP, c'est port 21. Il n'y avait rien sur le port 22. Il s'est dit, oh, je suis censé. Enfin, j'ai l'ambition de remplacer en fait ces deux protocoles pour faire un certain nombre de trucs. Et donc, voilà, ça l'amusait de récupérer port 22. Mais c'est toujours marrant parce que le mec met son mail de 95 où c'est le type très humble et il dit, bah voilà, je vous ai envoyé le brouillon du RFC pour SSH, enfin de la version 1 quoi, de l'époque. Et voilà, le service, je l'ai appelé SSH. Tu vois, genre, j'aime bien ces articles où c'est quand tu tombes sur des archives de la création des trucs, où les gens sont ultra humbles et sont, bah, voilà, je vais appeler mon truc SSH. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Et c'est utilisé voilà. par la planète entière. Et c'est ça, maintenant, c'est une évidence, quoi, maintenant, SSH, et c'est toujours marrant de relire les débuts de ces trucs-là, quoi. Ok, on va passer au lien suivant. Hubert n'est pas là, mais nous avons un lien sur les cookies. Ouais. C'est un article de Mozilla du début d'août, là. Ils annoncent que depuis le début de l'année, en gros, dans Firefox, alors Nightly, puis maintenant Beta, et ils font une rollout régulière en faisant un peu de l'A/B testing, etc. Il y a comment on appelle ça, une option quand tu installes un cookies dans le navigateur de quelqu'un, quand tu as un serveur et que tu l'envoies, une option qui s'appelle SameSite, en gros, qui permet de dire, donc il y a 3 valeurs, soit none, soit strict, soit lax. Et en gros, quand SameSite égale none, qui est pour l'instant la valeur par défaut dans tous les navigateurs si tu mets rien sur tes cookies, ça veut dire que n'importe quel site qui appelle n'importe quel site sur lequel ton navigateur est et qui appelle tes services, dans la requête, tous tes cookies seront ajoutés. Ce qui fait que un autre site qui appelle tes services peut potentiellement lire les cookies qui sont envoyés en regardant la requête qui est partie et la réponse, etc. Et parfois même, il y a des cookies qui sont remis du coup dans la réponse. Donc c'est toutes ces histoires de référeur, c'est-à-dire quand on est sur un site et qu'on fait une requête vers un autre site, le navigateur met toujours un référeur, c'est-à-dire depuis quel site nous on fait la requête. Ouais, donc voilà, il y a strict. strict. Comment ? C'est en header. C'est pas dans les cookies, c'est dans les headers HTTP, pardon. Ouais. Et voilà. Et donc, la version stricte de cette option de cookie dit juste c'est uniquement si tu es sur le même site que tu as le droit d'envoyer de joindre en fait les cookies avec la requête. Et l'axe, en gros, c'est les requêtes faites en asynchrone depuis d'autres sites ne mettront pas les cookies. Par contre, quand tu cliques sur un lien et que tu navigues vers ce site, vers ton site,
Là, il y a les cookies qui sont mises dès la première, qui sont joints à la requête dès la première requête en fait. Bon, ouais, donc ces détails, vous pourrez lire l'article. Mais l'idée, c'est que same site égale none, niveau sécurité, c'est pas ouf du tout parce que c'est la porte ouverte et puis les fenêtres ouvertes et la cheminée ouverte à tout ce qui est cross-site request forgery, la fameuse CSRF, donc les attaques entre les sites, etc. Et donc, ils sont en train tranquillement de passer la valeur par défaut de none à lax et de tester, sachant qu'en fait, ça peut péter des sites. Il y a certains sites qui ont besoin Alors, en du fait, fait que ça soit none ça a déjà dans pété la des sites. façon dont... Oui, en plus. Ça a déjà pété des sites vas-y. parce que Chrome avait lancé l'option, enfin avait déjà activé l'option genre en début d'année dans sa version stable et un rollback en fait. Avant de le C'est ça. réactiver dans les semaines qui sont arrivées. C'est ça. Donc oui, moi on est sur l'article de Firefox, mais ils disent bien que Chrome a aussi est aussi en train de faire ça. En fait, la plupart des navigateurs, ils ont un tracker sur leur Bugzilla, enfin, de Bugzilla chez Firefox et le bugs.chromium.org, le breakage tracker où il liste tous les sites qui cassent avec cette option par défaut. Et c'est aussi un appel à tous les développeurs web de leur dire testez avec prenez Firefox, allez dans le about config là, qui permet de tout changer pour avoir accès à la key value qui permet de changer toutes les valeurs, de forcer le lax et de tester les sites que vous faites et d'essayer de les faire évoluer pour que soit c'est vous qui définissez vous-même le same site égale none, et à ce moment-là, le navigateur n'aura pas le choix que de l'accepter, soit vous vous arrangez pour que ça fonctionne avec l'axe, quoi. Mais vérifiez vos sites, parce que en gros, en 2021, il y aura le vrai lancement, quoi. Enfin, ça arrivera dans les navigateurs stables. Et donc, il y a potentiellement des sites enfin, votre site sera cassé si vous n'avez pas réagi à temps, quoi. Tu vois, moi, j'ai une nouvelle expérience avec cette option-là, parce que depuis en mars, un truc ici, j'utilise encore Firefox Nightly, du coup, l'option a été activée. Et j'avais un problème du coup avec Elasticsearch, Kibana et Keycloak, et du coup, ça m'a valu une journée ou deux de descente dans le code de ces trois magnifiques stacks techniques, quoi. Voilà. J'ai trouvé mon problème qui était en effet. Dis que tu n'aimes pas faire de Java, c'est bon. Ouais, c'était honnêtement, quand tu connais pas trop Java et que tu descends dans ce genre d'archi, Oui. bonne chance pour trouver qui c'est qui appelle quoi. Du coup, tu fais du NPE Oriented Development, quoi, genre, et tu regardes comment est-ce que tu arrives là. Quelle tristesse. J'ai appris des meilleurs qu'à Marc-Antoine Perrin. All right. Eh bien, ceci conclut notre message à caractère informatique du jour, de la semaine. J'ai le dé, mon outil de prise et la décision. Je suis de 1 à 5, Quentin Adam est de 6 à 10, Julien Derillon est de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20. Et je vais faire 20. Arnaud Lefebvre, réussite critique. Allez, qu'est-ce que tu nous as apporté aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un nouveau jeu Trackmania qui est sorti là début juillet. Et du coup, cette musique est l'une des musiques de la BO de ce nouveau jeu. Voilà. Donc, Trackmania, studio Nadeo, studio français. Voilà. Donc, c'est une musique électro, un peu d'ambiance de jeu comme ça. Enfin, je sais pas. C'est plutôt super. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir participé, merci de nous avoir écoutés et on vous laisse avec Paradigme et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut, bonne semaine.